Bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC. Il est à la tête de ce parti depuis sa création en 1992. Avec lui, nous allons feuilleter l'actualité nationale et internationale, les questions de l'heure. Vous avez compris qu'à bâton rompu, nous allons passer d'un sujet à un autre. Bonsoir Clément Mirassa. Bonsoir, Alors, vous allez bien sur notre plateau de Top TV? je vous en remercie. Alors, d'accord, vous allez nous dire, avez-vous pris part aux festivités marquant la fête nationale le 15 août? Je n'ai jamais été invité. Je pense que pour que j'y prenne part, il faut que je sois invité. Je n'ai jamais été invité. Mais vous êtes un citoyen congolais, vous pensez que pour participer à cette fête, il faut être invité ou pour quelle raison? Je suppose que si je me déplace pour Sibiti, il faut que j'ai l'assurance que j'aurai une place pour suivre les défilés. Je ne peux pas aller à Sibiti pour dormir dans une chambre et me dire que j'ai été à une fête nationale. Non, je n'ai pas été Mais il y a invité. certains Congolais qui pensent que c'est votre boycott, un boycott de votre part, non, depuis les 50 ans d'indépendance du Congo. Quand on gère l'État, on n'agit pas comme ça. Et c'est l'un des rares pays où on n'a pas de considération pour l'opposition. C'est d'ailleurs dommage. Alors, nous allons commencer avec le dernier sommet ISA-Afrique. Vous connaissez les conclusions certainement. D'abord, quelle lecture faites-vous d'abord la tenue de l'organisation de ce sommet USA-Afrique? Les participants ont dit que c'est un sommet historique. Il a été très bien organisé. Il a pris en compte un certain nombre de préoccupations qui touchent le monde, qui intéressent l'Afrique. Et je crois que ce sommet a parfaitement réussi. Il s'agit maintenant de voir quelles seront les retombées, quelles seront les suites. Il y a le président Barack Obama, surtout le secrétaire d'État américain, qui ont pointé du doigt, on peut dire indirectement, les pays africains et qui pensent, qui ont la tentation de changer les constitutions. Vous pensez que les Occidentaux ou encore les Américains, le président Barack Obama, a vraiment raison d'agir de la sorte, de s'immiscer dans les affaires des États aussi souverains comme... Je vous dirais franchement que c'est une affaire qui me gêne. Pourquoi? Les États africains ont adopté des textes. Ils ont adopté des constitutions. Et la constitution, c'est une institution forte. Mais il est dommage que ce soit les Occidentaux qui rappellent aux dirigeants africains qu'ils doivent respecter leurs propres textes. Parce que ce que le président Obama dit de l'extérieur, c'est ce que nous pensons à l'intérieur. Quand nous prenons le cas de notre pays, nous avons une constitution que nous avons élaborée, qui a été votée par un référendum à 84,50%. Et notre obligation, c'est de respecter cette constitution. Alors, quand le président Obama fait cette remarque, j'avoue qu'en tant qu'Africain, je suis gêné. Nous allons parler de la Constitution tout à l'heure. Restons sur le sommet USA-Afrique. L'Amérique va investir, le président Obama l'a annoncé, en Afrique avec plus de 33 milliards de dollars. Et pensez-vous qu'avec le projet AGOA et Power, pour l'électrification de l'Afrique, alors que dites-vous de ce projet? Nous savons que AGOA existe depuis plusieurs années. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer les choses? Ça va amener l'Afrique au vrai développement? Vous savez, quand on parle de l'Afrique, on parle du retard. Et lorsqu'on parle de l'Afrique, l'image de l'Afrique aujourd'hui est associée aux conflits, aux maladies, à la malgouvernance, à la mauvaise organisation des élections, à toute une série de problèmes que les Africains n'arrivent pas à résoudre. Et l'un des problèmes qui me préoccupe au plan africain, c'est la sécurité. Vous voyez, quand il s'est passé ce qui s'est passé au Mali, l'Afrique a été incapable de se mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire malien. Et il a fallu que ce soit la France qui prenne l'engagement de le faire. Dans notre sous-région, reconnaissons que si la France n'avait pas intervenu en République centrafricaine, aujourd'hui on ne parlerait pas de la République centrafricaine. Alors vous avez d'un côté des gens qui pleurent leur souveraineté et de l'autre leur incapacité à défendre les fondamentaux même de nos différents États. Et c'est ça qui est très grave. On a parlé de la force d'intervention rapide. Franchement, regardez ce qui s'est passé à Bangui. Si on devait attendre une telle force africaine, aujourd'hui, Bangui, je crois mais selon vous, qu'est-ce qui maintient l'Afrique dans cet état on peut dire, de faiblesse? Parce que vous, tout à l'heure, vous avez aussi apprécié positivement le sommet USA-Afrique, mais il y a certains Congolais ou certains Africains qui pensent qu'il ne fallait pas
que les chefs d'État africains se déplacent comme des moutons de Panurge. Il fallait quand même arriver à un moment où l'Europe ou l'Occident se déplacent pour l'Afrique. On a donné à l'Afrique l'image de ce continent qui pleure pour l'aide, qui pleure pour l'assistance, pour avancer. Et c'est dommage. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de vous, les hommes politiques, qui continuent de s'entre-déchirer, à créer la zizanie, les guerres à chaque fois? C'est à cause de Mais vous les aussi. guerres sont créées par quoi? Les guerres sont créées par la malgouvernance, par les problèmes de répartition équitable de la richesse nationale, par le fait que les gens s'agrippent au pouvoir. Monsieur le journaliste, l'Afrique est le continent où les dirigeants mettent le plus de temps au pouvoir. Malheureusement, l'Afrique est le continent où tous les jours davantage. Mais pourquoi pensez-vous qu'il faut vraiment qu'il y ait l'alternance, comme on dit? Pourquoi pensez-vous qu'il faut changer de temps en temps si celui qui est là travaille bien? On peut prendre l'exemple de Nelson Mandela, qui aujourd'hui est adulé par toute l'Afrique, par tout le monde entier. Mais s'il y avait encore Mandela, pensez-vous qu'il fallait changer un tel homme? Ça me fait sourire quand vous parlez de Mandela. Pourquoi? Regardez cette icône, ce symbole africain, qui aura passé 27 ans en prison, mais qui, une fois sorti de prison, lorsqu'il accède au pouvoir, n'accepte de ne réaliser qu'un seul mandat présidentiel. Combien d'Africains sont capables de suivre cet exemple? Et puis ce que vous dites, non, il faut sortir de ces raisonnements. Il y a dans une société des lois et des règlements. Si les habitants ne peuvent pas respecter les lois et les règlements d'une société, c'est la jungle, c'est la République bananière. Les lois peuvent aussi être donc non, parce que ce que vous dites, quand vous dites quelqu'un travaille bien, vous pensez que Bill Clinton a mal travaillé aux États-Unis? Vous pensez aussi que Bill Clinton n'a pas vraiment envie de revenir à la tête des États-Unis? Il ne peut pas, possible. Il ne peut pas revenir parce que Bill Clinton observe et respecte les lois et règlements de sa République. Et il respecte sa République. Il respecte les Américains. Et ce serait dommage, parce que quand vous dites un homme a bien travaillé, qui a bien travaillé? Denis Sassou Nguesso, je peux vous donner quelques indicateurs. Je vais choquer certains. Mais lorsqu'on dit que l'indice de perception de la corruption de ce pays est de 2,60% et que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde, ça veut dire quoi? Votre discours sur l'émergence ne tient pas. Vous n'allez pas vous développer si vous ne luttez pas contre la corruption. Je prends un autre indice. Lorsqu'on dit que notre indice de démocratie est de 2,89, nous sommes un pays à régime autoritaire. Nous n'organisons pas des élections libres, démocratiques et transparentes. Il faut être honnête pour reconnaître que les pays qui ont fait les progrès les plus remarquables sont les pays qui vivent dans une véritable démocratie, ce qui n'est pas le cas ici. Alors ici, on a choisi, on interdit à l'opposition de passer sur les médias d'État. Dieu merci, j'arrive à passer chez vous. Et on utilise ces médias pour faire le culte de la personnalité. C'est vous qui le dites. Hein. Dites-nous, on a l'impression que vous êtes toujours dans un déni sempiternel de l'activité gouvernementale, surtout du président Sassou. Et il y a des Congolais, même les étrangers, qui aujourd'hui acceptent que le Congo se développe, contrairement à ce que vous dites. Mais dites-nous pourquoi vous êtes toujours dans cette position de dire non, non, même là où quelque chose est fait. Monsieur le journaliste, je ne suis pas un béni oui-oui. Je ne suis pas un béni oui-oui, je suis un cadre, j'ai une capacité d'analyse. Prenez ce que le professeur Mélin dit du président Sassou. Il dit quoi? C'est son conseiller. Je conseille au président Sassou de sortir en 2016 par la grande porte. Et s'il y avait un problème de constitution, qu'il laisse le soin à son successeur de s'occuper de ça. Quand vous parlez du bilan du président Sassou, il y a un fait déjà important. Il y a un fait important. Il y a eu une conférence nationale dans ce pays. Nous avons retenu des orientations. L'une des orientations fortes de la conférence nationale, c'est l'alternance démocratique. Et dans le cadre de cette alternance démocratique, nous avons retenu le principe de la limitation des 2 mandats. Il serait scandaleux, après que la Constitution de mars 92... Le sujet que vous abordez, l'exemple que vous prenez n'a rien à voir avec le développement du Congo. Non, si vous voulez parler du développement, puisque vous parlez des étrangers, revenons au développement. Aujourd'hui, il y a des étrangers de temps en temps qui arrivent au Congo pour investir,
Nous avons plusieurs entreprises ici à Brazzaville. Quand vous allez à l'intérieur du pays, même dans votre département, dans les plateaux, il y a les routes qui sont construites, il y a aujourd'hui des infrastructures. Alors vous êtes dans une position, je reviens sur ça, de non, de toujours non. Est-ce que quelque part, on ne peut pas assimiler, penser que vous avez un problème direct avec le président Sassou? Mais je n'ai pas de problème direct. Je suis heureux d'ailleurs que vous abordez cette question pour que les Congolais comprennent. Depuis 2002, l'État congolais aura engrangé près de 30 000 milliards de francs CFA. Vous pensez que ce qui a été fait correspond à cela? Je vous dis non. Et vous avez quelle preuve pour quand vous dites non? Mais je vous donne deux exemples. Ouais. Je vous en donne deux. On pourrait en citer plusieurs. Je vous en donne deux. Vous prenez le bout de tronçon qui part de la route de 10 maisons à l'aéroport, 2 km 800. Il a coûté plus de 9 milliards, c'est-à-dire plus de 3 milliards de kilomètres. C'est scandaleux. Si vous avez... Ce qui est scandaleux, c'est la voie qui Mais est mal faite. Le fait qu'un kilomètre de route coûte 3 milliards est scandaleux et inacceptable. Ça veut dire qu'il y a vol, il y a détournement et il y a l'acceptation de ça. Vous parlez de vol, vous parlez de détournement, mais la voie est là, la route construite. Mais la voie est là, regardons le coût. Maintenant, je vous cite un autre exemple. Le Canard enchaîné qui venait de sortir a fait une révélation fantastique. Un puits de forage d'eau au Congo coûte près de 49 millions de francs CFA. Un pays plein d'eau. Alors que dans les pays désertiques, dans les pays sahéliens, au maximum, le même puits coûte 7 millions. Le Canard enchaîné existe. Et quand ces informations sont données, nous sommes frappés par quoi? Mais par le silence curieux du pouvoir, qui ne réagit pas, donc qui est complice de cette situation. Et pendant que ça se passe, monsieur le journaliste, les étrangers viennent. Sont-ils informés qu'au lycée Thomas Sankara, il y a des classes de terminale qui ont 240 élèves? Sont-ils informés que dans un pays pétrolier, forestier comme le Congo, il y a des écoles qui n'ont pas de table-banc? Vous savez au moins que le ministre Elom Ampouya a constaté qu'il manquait 14 000 enseignants. Vous savez que le ministre Zoniabe a constaté qu'il manquait 900 enseignants. Et combien on recrute comme fonctionnaire dans la fonction publique en 2014? Même pas 2000 agents. Et quand vous regardez le quota qui revient au ministre Mampouya, c'est 50. Non, c'est rigolo. Et dans le même temps, un pays comme Madagascar, bien moins riche que le Congo, on a suivi sur RFI, venait de recruter 10 000 enseignants. Et lorsqu'on dit qu'on va aller à l'émergence, que le président Sassou a réussi, moi je dis, c'est dommage et c'est triste pour le pays. Parce que le premier échec du président Sassou vient de quoi? Il faut qu'on le dise franchement au président Sassou. Le premier échec du président Sassou vient de ce que le président Sassou a brandi, qu'on a fait la guerre du 5 juin, parce qu'il fallait remettre la démocratie sur les rails. Le président Sassou est venu. Et depuis que le président Sassou est là, il ne respecte pas les lois et règlements de la République. Et quand vous dites qu'il ne respecte pas, pourquoi vous le dites? Mais il viole. À la fin de son mais mandat. Il viole. Mais attendez. Mais je ne pousse pas. Ce n'est pas moi. La loi est là. Le président Sassou sort en 2007. Le président Sassou sort en 2007. Ouais. Maintenant, quand je parle de violation, c'est qu'il y a déjà un fait grave. Ouais. Mais je vous cite deux articles. Vous prenez l'article 48. L'article 48 dit quoi? Tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique doit déclarer son patrimoine. Et il est même dit que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance de ses fonctions. C'est clair. Et vous avez un président de la République qui, depuis 2002, donc depuis l'entrée en vigueur de cette constitution, n'a jamais déclaré ses biens. Deuxième exemple que je vais vous prendre. Vous avez l'article 72 qui interdit au président de la République d'être responsable dans un parti politique. Mais il n'est pas responsable. Il est président du comité central. Il n'agit pas au nom du parti congolais. Il est président. Il n'engage pas le parti nulle part. Mais je ne sais pas comment ça se passe au parti congolais du travail. Le président Sassou. Tous les Congolais le savent. Le président Sassou est président du comité central du Parti congolais du travail. Je vous prends ces exemples. On peut continuer comme ça. Je peux prendre l'article 50 qui contraint tout citoyen à respecter les lois et règlements de la République. Et quand je prends par exemple l'organisation des élections, puisque vous voulez qu'on cite ces exemples,
Et je souhaite prendre les exemples. On va parler des élections tout à l'heure. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression que vous avez, on peut dire, un cœur blanc, les mains propres, hein, que vous n'avez pas été dans ce que vous citez. On a l'impression aussi, quand nous faisons la lecture, nous comprenons que ce que nous vivons aujourd'hui, vous avez parlé du système éducatif qui est malade, vous avez cité beaucoup de choses, mais le président de la République aujourd'hui réalise quand même beaucoup de choses. Il a injecté plus de 10 milliards de francs CFA pour améliorer le système éducatif. Il y a des écoles d'excellence qui se construisent par-ci, par-là. Il y a même l'université Marème Gouabi, des amphis en construction. Alors, vous ne reconnaissez pas toujours cela. Moi, la question que je vous pose, la question, vous étiez ministre du Commerce à l'époque, 92. Oui. Vous étiez ministre du Développement industriel, de la pêche. Oui. Est-ce que la situation n'a pas changé par rapport à votre époque? Non, ce que je vais vous dire, c'est une chose. Vous me dites à moi que je crois avoir les mains blanches. Qui gère le système d'impunité? C'est le président Sassou. S'il y a des vols, et je vais vous retourner une chose. Quand vous lisez le discours d'investiture du président Sassou en 2009, il dit quoi? Le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de vol, de détournement de deniers publics, de fraude, de concussion et autres. Et il précise, là, ce sont les dirigeants qui sont interpellés. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les grands vols sont opérés par les membres du gouvernement, par les responsables, mais dans l'impunité totale. Et moi, j'ai été ministre. Oui, ministre du Commerce. J'ai été ministre sous la transition. Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire, on peut dire, la cherté de la vie? Alors, moi, ce qui me fait dire, parce que ça me fait penser au slogan que le président Sassou a lancé, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Donc, vous voulez dire s'il n'a pas réussi, c'est moi qui suis responsable? Non, je n'ai aucune responsabilité. J'ai été ministre du Commerce. Ce n'est pas à moi d'être juge et parti. Je ne veux pas faire ce que les dirigeants actuels font, de se situer dans la partie juge et parti. J'ai posé des actes. C'est aux organes de contrôle de m'apprécier. Si j'ai volé, mais je vous dis, je n'ai pas volé. J'ai été à l'industrie. Personne ne le dira s'il a volé. Personne. Oui, mais il y a des organes de contrôle. Quand le président... Mais je vous dis par exemple, quand je vous cite l'exemple du bout de la route, mais je sens bien qu'il y a problème. Pourquoi il n'y a pas un organe de contrôle qui s'en occupe? Je vois Monsieur Longo qui passe maintenant de ministère à ministère. J'ai vu un pauvre citoyen qui a été menotté, je crois, entraîné, parce qu'il semble que ça commence à frémir, à bouger un peu. Mais ça, ce n'est pas de ma responsabilité. Je vous dis, en ce qui me concerne, en matière de vol ou de détournement, j'ai travaillé, j'en suis parti. Les organes de contrôle étaient libres de faire, mais je vous assure, j'ai la conscience. Est-ce que par rapport à votre temps, quand vous étiez ministre et aujourd'hui, rien n'a changé? Rien n'a changé, c'est-à-dire? On parle du ministère du Commerce et rien n'a changé. Mais écoutez, si le budget de l'État engrange 30 000 milliards pendant le temps sous le président Sassou, vous savez combien d'argent le président Lissouba a engrangé pendant 5 ans? Ça veut dire que les résultats non, attendez, vous savez combien le président Lissouba a engrangé pendant 5 ans? 2 000 milliards. C'est en moyenne 400 milliards par an. Ce n'est pas la même chose que le président Sassou. Vous ne pouvez pas reprocher au président Lissouba. On peut dire qu'il y a changement, il y a satisfaction. Mais si vous êtes président de la République avec un projet de société que vous avez proposé aux Congolais et que vous avez les moyens de réaliser, mais les Congolais constatent que ce que vous réalisez est très en deçà de ce qui devait se faire, et qu'il y a des problèmes réels au niveau de la gestion de la chose publique. Clément Mirassa, il y a le projet de loi du budget réajusté au niveau au Parlement. Le gouvernement l'a déjà adopté. Il reste donc le Parlement. Certainement, le Parlement l'adoptera aussi. Alors, nous voulons savoir quelle lecture, qu'est-ce que vous dites du budget réajusté? C'est un scandale. C'est un scandale. Vous savez, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est un instrument de politique économique à court terme, sur un an. Lorsque j'entends dire, sur un projet comme celui du stade, que l'inscription était de près de 50-53 milliards et qu'il faut ajouter au mois d'août-juillet 135 milliards, avouez que ce gouvernement, où il pilote à vue, où il travaille sans études, sans fondement, c'est véritablement scandaleux. Ce qui se passe là ne se passe que dans un pays comme le Congo. Je vous assure.
Je vous assure. Bon, vous me dites que ça va passer au Parlement, puisque le Parlement est entièrement acquis au pouvoir et que ça va passer. Mais moi, je vous dis mon commentaire, ça se passe de commentaire. Le ministère de l'Aménagement du territoire et de la Délégation générale aux grands travaux précise bien qu'il faut de l'argent supplémentaire pour accélérer et finir les travaux du complexe de Kintélé, au complexe sportif de Kintélé, puisque vous le savez, le Congo abrite en 2015 les Jeux africains. Il faut donc vite faire pour finaliser ces travaux. Donc l'argent qu'on demande en partie, c'est pour finaliser les travaux. Attendez. Et vous trouvez ça anormal? À quel moment on se rend compte qu'il faut vite faire? À quel moment le budget 2014 était adopté? Il y a certains projets qui n'étaient pas listés dans le budget 2014. Donc, comme le viaduc en construction. Donc, il fallait demander de l'argent pour finir construire ce viaduc. C'est pour ça que je vous dis que c'est scandaleux. C'est un pilotage à vue. C'est d'autant plus scandaleux en ce qui me concerne que je reçois les plaintes de 7000 familles des explosions du 4 mars qui n'ont pas été prises en ligne de compte. Et quand j'entends le même conseil des ministres dire, s'agissant de ses frères, de ses compatriotes, qu'il n'est plus permis à quiconque d'évoquer ce problème. Non, le gouvernement n'a pas dit cela. Ah si, j'ai lu le communiqué. Tous les sinistrés. Non, j'ai lu le communiqué. Devraient percevoir les non, j'ai lu le communiqué. J'ai lu le communiqué. Il ne reste que les commerçants sinistrés. Monsieur le journaliste, ne cherchez pas à défendre le gouvernement. Non, si vous n'avez pas lu le communiqué, du porte-parole, relisez-le. Et il y a bien une phrase qui est soulignée qui dit qu'il n'est permis à quiconque d'évoquer cette question. Ce qui est grave et ce qui est scandaleux. Parce que lorsqu'on fait passer les sommes faramineuses qu'on essaie de faire passer, et lorsque je fais le calcul que 7000 familles pour 3 millions, ça fait 21 milliards, il n'y a aucune raison que ces aspects sociaux ne soient pas pris en compte, surtout lorsqu'on voit... Non, le gouvernement va payer les commerçants sinistrés. Mais relisez le communiqué. Le gouvernement a payé les 3 millions à tous les sinistrés. Non, le gouvernement a payé, pas à tous les sinistrés, à une certaine catégorie, encore qu'il faut... Prise en compte mais encore qu'il faut relever que le ministre Ondongo qui a déclaré à un moment donné qu'il y avait suffisamment d'argent pour payer tout le monde. Mais le ministre Ondongo doit reconnaître aujourd'hui qu'il y a des sinistrés qui n'ont absolument rien perçu. Et moi, j'ai été choqué. Je vous dis, j'ai été choqué d'entendre un gouvernement parler des chiffres qu'il a évoqués et dire qu'il n'est plus permis à quiconque d'évoquer cette question. Document lu par Bienvenue Okiemi, porte-parole du gouvernement. 2009, vous étiez candidat au présidentiel. 2012, vous étiez présent et battu. Alors, les élections locales, c'est dans certainement quelques mois. La date n'est pas encore connue, mais c'est cette année. Vous irez, vous prendrez part à cette élection ou non? Monsieur le journaliste, vous me faites sourire en parlant des élections locales. On va aller aux élections locales avec quel corps électoral? Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'à un moment donné qu'on ait un peu d'amour pour ce pays. On a parlé d'une concertation de Brazzaville en 2009. On a parlé d'une concertation d'Evo en 2011. Vous avez boycotté d'ailleurs. Que je boycotte ou pas, ceux qui y ont été boivent de la lie maintenant. Ils sont roulés dans la farine. Et je lis leurs commentaires maintenant lorsqu'il s'agit des élections locales. J'ai lu les commentaires de Bokamba Yangouma. J'ai lu les commentaires de Tchati Mabiala. J'ai lu les commentaires de Baya. On ne fait pas ça. On ne peut pas aller participer à 3 mascarades de concertation pour qu'on se retrouve là où on est aujourd'hui. Et quand vous prenez le scandale, puisque vous parlez de cette question, s'ils étaient sérieux, la première mesure qu'ils devaient appliquer, ce n'était pas la mesure sur le recensement administratif, c'était la mesure sur la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Maintenant, vous pensez que celle qui existe n'est pas indépendante? Celle qui existe n'est pas indépendante. Monsieur le journaliste, si la commission électorale est véritablement indépendante, c'est la commission électorale qui gère et qui maîtrise tout le processus, depuis les opérations préélectorales jusqu'à la publication des résultats. La commission actuelle, elle n'est pas indépendante. Elle est pratiquement sous le joug du ministère de l'Intérieur, qui, d'ailleurs, accomplit l'essentiel des missions électorales. Et c'est pour ça que les Bokamba, les Pascal Tchati Mabiala, qui se sont rendus compte
qu'effectivement, ils ont été tournés en dérision, on fait des commentaires, et je crois que vous avez suivi le commentaire du secrétaire général Pierre Ngolo, qui a fini par dire au cours d'une conférence nationale, on était ensemble, il faut qu'on assume. Mais écoutez, ça, vous étiez battu en 2009, hein, oui. Battu en 2012 oui. pour législative. Pensez-vous que c'était à cause de cette commission électorale? Le président Sassou a été battu en 92. Vous croyez que c'est par un tour de bâton magique qu'il fait maintenant 80% aux élections présidentielles? Vous accusez aujourd'hui le président Sassou parce qu'il est au pouvoir, vous dénoncez beaucoup de choses. En 92, vous étiez aussi candidat, oui, je sais. Battu. Hein, vous avez pu obtenir plus 0,60 et quelques % de voix. Oui. Pensez-vous que c'était aussi à cause des mêmes non, problèmes? Non, je n'ai pas dit que c'était les mêmes problèmes. Dire quelque part, vous êtes je n'ai pas dit. Impopulaire, mais quand vous dites que j'ai eu 0 et quelques, mais ça ne me décourage nullement, je mène un combat. Mais pourquoi je sais. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si vous êtes battu en 2009 et en 2012, que c'est la faute, c'est la tricherie ou encore parce que la machine, on peut dire, électorale ne fonctionne pas bien? Mais écoutez, monsieur le journaliste, c'est monsieur Gomez de Makanda qui, en 2012, membre du comité central du PCT, a déclaré qu'il n'a jamais vu une élection aussi mal organisée, que c'était véritablement du scandale. Nous avons relevé des cas. Vous avez le cas que j'ai évoqué assez souvent, que je ne souhaite pas évoquer, du candidat du PCT Amphilou, qui a eu 4 997 voix, alors qu'il n'y avait que 2600 votants. Mais ça prouve quand même quelque part qu'il y a la tricherie. Vous avez les cas des corps électoraux qui ont évolué. À Madibou, le corps électoral est passé de 7 700 électeurs à plus de 45 000 électeurs. Mais ces cas, quand ils sont évoqués, le gouvernement fait quoi? Il ne se penche pas sur ça pour examiner la situation. Et lorsque les amis sont partis, vous parlez des locales. Mais les locales, vous avez quoi aujourd'hui? Vous avez le département de la Likwala, qui est le département qui a le corps électoral le plus élevé aujourd'hui. Mais du point de vue des statistiques, en 2007, la population de la Likwala était la moitié de celle de la Bwenza. Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, le corps électoral de la Likwala puisse être supérieur au corps électoral de la Bwenza? Vous êtes d'opposition aujourd'hui dite radicale. Vous ne pensez pas que vous êtes vous-même aujourd'hui responsable de ce que vous vivez sur le terrain, ces échecs, hein? Parce que vous-même au sein de cette position, on ne sait pas, c'est une opposition aujourd'hui, on peut dire un monstre à plusieurs têtes, hein. Il y a ce qu'on appelle le leadership, tout le monde veut devenir président, on ne sait pas aujourd'hui qui est à la tête de cette opposition parce que vous ne vous entendez pas, il y a vraiment une guerre de leadership. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la maladie qui gangrène l'opposition congolaise, l'opposition dite radicale, n'est pas à l'origine de tout ce que vous faites comme échec sur le terrain? Vous voulez que je vous parle de la majorité présidentielle? Des frustrations? Non, attendez, mais puisque vous parlez de l'opposition, parce que vous y jetez un coup d'œil, vous voulez que je vous parle de la majorité présidentielle? Des humiliations, des frustrations que vous infligez à vos partenaires? Mais Guy Parfait Kolela en a fait une démonstration éloquente. Tout le monde le sait. Puisque vous voulez parler pour le compte du parti au pouvoir, le parti au pouvoir agit suivant un principe simple. Le chien aboie, la caravane passe. Allez interroger les amis du RDD, allez interroger les amis du MCDD, allez les interroger à la majorité. Et nous savons quelle frustration vous les avez créées, que ce soit au niveau de la foi. Alors au lieu de voir ce qui se passe au niveau de l'opposition, parce que vous dites qu'il y a un problème de leadership, que le pouvoir en place se batte pour présenter quelqu'un qui n'est pas du PCT. Aujourd'hui, l'opposition, vous êtes parti du front des partis de l'opposition, FPOC à l'époque, vous êtes parti de ce groupement politique, aujourd'hui c'est la RD, ou encore vous avez créé un autre mouvement, le mouvement citoyen pour le non-changement. Pourquoi tous ces changements? Non, monsieur, c'est le PCT qui vous pousse à faire ça? Je ne vous ai pas dit que c'est le PCT. Oui. Non, je ne vous ai pas dit que le PCT. Ce que je relève, vous aimez parler de ce qui se passe à l'opposition radicale. Mais parce que vous comme si au sein du pouvoir, les choses étaient toutes roses, ce qui est faux. Et il faut avoir le courage de parler les choses, discuter avec vos partenaires. Pourquoi l'opposition, vous avez trop de problèmes? Je venais de citer le leadership. Mais c'est vous qui connaissez ces problèmes. Je venais de citer le leadership tout à l'heure. Mais il n'y a pas... Attendez. Le général Emmanuel Ngolondele est où maintenant? Rigobert Ngolaliaou, il n'est plus ensemble avec vous.
Je vais vous donner les explications. Nous avons créé le front des partis de l'opposition congolaise. Au sein de ce front, nous avons eu un débat sérieux en ce qui concernait notre participation à EVO. Rencontre au cours de laquelle nos amis qui sont partis ont d'ailleurs découvert l'ordre du jour à EVO. C'est à quoi nous ne nous plions pas. Quand les amis sont partis, mais nous avons fait le constat de ce que le front était divisé et qu'il était difficile de nous retrouver. La preuve, c'est pratiquement les mêmes qui étaient à Dolisie. Nous n'avons pas été à Dolisie pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, quand vous faites cette analyse, mais ceux qui étaient à Dolisie, mais ils ne sont pas contents de la feuille de route, de l'application de la feuille de route qu'ils ont arrêtée, que ce soit le recensement administratif spécial, que ce soit la commission électorale indépendante, que ce soit les cartes biométriques. Il n'y a pas de satisfaction. Et j'écoute là maintenant les déclarations des uns des autres. Nous ne disons pas que c'est le PCT. Nous, on n'a pas de problème de leadership. C'est des partis qui se retrouvent... Clément Merassa, vous ne pensez pas qu'il est vraiment temps que vous quittez l'opposition pour rejoindre la majorité présidentielle, parce que je ne partage, je ne partage, non, 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 non. Il faut avoir des moyens. L'opposition dit radicalement manque de moyens, non, surtout le moyen financier. Je ne fais pas la politique. Vous passez votre temps à ne faire du bruit qu'au niveau de Brazzaville, incapable d'aller sur le terrain, surtout à l'intérieur. Vous ne pensez pas que ce problème bloque vraiment le fonctionnement? Il y en a certainement qui ont fait ce genre de choix, qui avalent des couleuvres. Je ne suis pas de cette nature. Je ne partage pas les idées du président Sassou. Je n'apprécie pas sa façon de gérer le pays. Je ne suis pas content de son bilan et je ne rejoindrai pas la majorité présidentielle dans ce cas. Dans tous les cas, pourquoi la rejoindrai-je maintenant, puisqu'il lui reste le 15 août, il va lui rester exactement 730 jours. Pourquoi vais-je le rejoindre? Pourquoi vais-je... Tout ce que le combat que vous menez est voué à l'échec aujourd'hui, surtout en Afrique, pour faire, même pas en Afrique, dans le monde entier, pour faire la politique, il faut avoir des moyens. Vous manquez cruellement les moyens, surtout les moyens financiers, ce qui fait que vous passez votre temps plus à Brazzaville qu'à l'intérieur. Si vous allez aujourd'hui à Evo, je ne sais pas si on peut vous recevoir, comment reçoit le président Sassou, parce qu'on ne vous connaît presque pas. On peut recevoir le président Sassou, ça ne change pas son bilan. Il est mauvais. Mais c'est la population qui le réclame aujourd'hui. La population. Nous allons parler du changement de la Constitution. La population. Ouais. Je crois que vous avez lu la déclaration de nos compatriotes du Kwilu, qui ont annoncé avec beaucoup de fracas que le Kwilu soutenait le changement de la Constitution. Je crois que si vous avez lu la Semaine africaine ces jours-ci, vous avez la réplique des personnalités comme Aimé Mambou Niali, comme Jean-François Tshibinda, qui dénoncent cette pratique. Elle est de l'opposition. Mais de l'opposition ou pas, ne dites pas, ne parlez pas du peuple. Ne continuez pas à tromper les gens. Ce peuple a tellement souffert et il est faux de dire, dans tous les cas, la fausseté dans ce que vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce que ce peuple pense des violations de la Constitution dont le président Sassou est responsable? On lui a déjà posé la question. C'est vous qui le constatez, hein? Ah, c'est moi qui le constate. C'est vous qui le constatez. Mais c'est grave si les Congolais ne savent pas que le président Sassou viole. Mais pourquoi vous voulez à tout prix que le président quitte le pouvoir pendant qu'il y a la population qui réclame qu'il reste là? Vous êtes à la tête du PSD depuis sa création. C'est vrai que vous êtes le fondateur. Mais pensez-vous qu'au sein de votre parti, il n'y a pas des cadres qui puissent prendre la tête de ce parti? Pourquoi vous êtes resté pendant plus de 24 ans, plus de 20 ans? Non, je reviens d'abord à la première question. Ouais. Ce que vous dites est très grave. Ce que vous dites est très grave. Le Congo a une constitution, la constitution du 20 janvier 2002. Denis Sassou Nguesso, premier magistrat, général d'armée, médiateur international, a prêté le serment de respecter cette constitution. Et vous venez dire... Jusqu'aujourd'hui, il n'a rien dit sur ce changement ou non de la Constitution. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas violé la Constitution en restant au pouvoir comme vous le pensez. Il a encore 2 ans. Attendez. Les violations sont déjà constatées. J'en ai déjà constaté 2. Si vous voulez qu'on énumère les autres, on va le faire. Vous dites que le président Sassou n'a pas encore parlé. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Le président Sassou s'est exprimé dans son livre « Parler vrai pour l'Afrique ». Et quand il s'exprime dans son livre « Parler vrai pour l'Afrique », ce n'est pas Merassa qui le lui a fait dire.
Il dit qu'à 66, 67 ans, je commence à préparer ma sortie parce que la Constitution ne prévoit que deux mandats. Non, attendez. On vous laisse le choix, on vous laisse conclure cette émission puisque nous sommes arrivés à la fin. Attendez que je termine ce point de vue. Et ensuite, mais le président Sassou vient de s'exprimer à Washington. Il dit clairement qu'il veut du changement de la Constitution. Ce n'est pas le peuple, c'est lui qui dit qu'il faut changer la Constitution. Alors qui on veut tromper dans ce pays? Le président Sassou dit qu'il faut laisser le soin à la population de s'exprimer, de décider. Puisque la démocratie, comme vous le dites, vous les hommes politiques, c'est le peuple. Mais je vais vous dire avant de conclure. Non, je vais vous dire une chose. Le président Sassou, par rapport à la Constitution du 20 janvier 2002, n'a aucun pouvoir de décider du changement de la Constitution. Elle est claire, cette Constitution. Jusqu'à maintenant, il n'a rien dit. Bon, Monsieur Clément Merassa... Je sens que le camp présidentiel a des problèmes sur cette question. Ils ont promis d'ailleurs d'avoir un débat, on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, ce que je veux dire est clair. Oui, c'est le dernier mot. Le dernier mot, il est clair. Il y a dans ce pays la Constitution et les lois et règlements de la République. Ces textes sont clairs. Quand on lit correctement ces textes, le président Sassou exerce son deuxième, ultime et dernier mandat. Il sort en 2016. Qu'il sorte dans la paix, que nous prenions des dispositions pour préparer le 10 juillet 2016 une élection libre, démocratique et transparente. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. On se retrouve la semaine prochaine.